Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Alors que le gouvernement donne aujourd'hui le coup d'envoi de la grande réforme de la SNCF, avec la présentation aujourd'hui en Conseil des ministres du projet de loi d'habilitation pour réformer la grande entreprise ferroviaire. Je vous rappelle que sur ce sujet, le gouvernement va procéder par ordonnance. Eh bien, place ce matin à l'audition de Jean-Cyril Spinetta, l'ex-patron d'Air France, qui a remis mi-février un rapport explosif pour réformer la SNCF. 43 recommandations, parmi lesquelles la fin du statut de cheminot, la fin de l'extension du réseau à grande vitesse ou encore la fermeture de certaines petites lignes jugées déficitaires. Pour Jean-Cyril Spinetta, c'est à ce prix que la SNCF sera prête à l'ouverture à la concurrence, alors qu'aujourd'hui, sa dette s'élève à un peu moins de 50 milliards d'euros. Des préconisations qui ont été jugées très sévèrement par tous les syndicats de cheminots, notamment la CGT, qui y lie une véritable politique anti-ferroviaire. Néanmoins, c'est bien ce rapport qui sert de base à la réflexion du gouvernement pour ces ordonnances. Tout de suite donc, place à l'audition de Jean-Cyril Spinetta. Comme vous le savez, ce matin, nous allons auditionner M. Spinetta, que nous sommes très heureux d'accueillir et que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas besoin de présenter M. Spinetta. Il a occupé d'importantes fonctions, notamment dans le domaine aérien, mais c'est le domaine du ferroviaire qui aujourd'hui lui apporte une grande notoriété, dont il se passerait peut-être, je ne sais pas, il nous le dira. En tout cas, il a rendu à la demande du gouvernement un rapport, le Premier ministre l'ayant chargé de préparer un rapport sur la stratégie de dessert du transport ferroviaire, la question du financement du réseau et l'ouverture à la concurrence. Je dirais en préambule que sur un grand nombre de points, nous avons été tout à fait en phase avec ce qu'il a pu proposer dans ce rapport, notamment la question de la régénération du réseau, la question de la nécessité absolue de traiter la dette, même si sur ce point vous n'êtes pas allé très très loin, mais peut-être que vous nous en direz un peu plus sur la manière de traiter cette dette. Nous sommes en phase aussi avec le fait qu'il est indispensable de moderniser la SNCF. Sur la question de l'ouverture à la concurrence, vous avez repris certains points qui sont dans la proposition de loi que le Sénat a inscrit à son ordre du jour lors de la conférence des présidents qui a eu lieu hier. Je pense notamment à la question du transfert de personnel, de la transmission des données ou encore du matériel roulant et des ateliers. En revanche, un certain nombre de propositions contenues dans ce rapport nous ont, c'est le moins qu'on puisse dire, surpris pour ne pas dire davantage et ne pas dire nous ont fait bondir. Et il s'agit bien sûr de la place que, selon vous, il convient de laisser au transport ferroviaire, qui, je crois, pour reprendre une expression qui est dans votre rapport, aurait toute sa pertinence pour les transports du quotidien en zone urbaine et périurbaine et pour desservir les principales métropoles française, ce qui fait quand même, vous en conviendrez, un trou important dans la raquette. Et c'est vrai que dans cette maison, on n'a pas la même vision que vous qui considérez finalement que les lignes, elles doivent être évaluées uniquement sous l'angle économique et social, en ne retenant pas du tout la dimension aménagement du territoire à laquelle nous sommes évidemment très attachés, d'où votre proposition de supprimer un certain nombre de petites lignes qui seraient évidemment extrêmement préjudiciables pour nos territoires et notamment pour les territoires les plus fragiles. Sur la question de l'ouverture à la concurrence que j'évoquais tout à l'heure, on retrouve justement une différence d'appréciation par rapport à cette prise en compte de l'aménagement du territoire, puisque vous retenez comme solution pour les lignes TGV ce qu'on appelle l'open access, c'est-à-dire une concurrence totalement libre, pour ne pas dire débridée, qui conduirait à ce que les entreprises finalement se battent sur les lignes rentables et abandonnent totalement les autres lignes, ce qui n'est pas la vision que nous avons au Sénat et ce qui n'est pas la solution que nous avons proposée dans la proposition de loi que j'évoquais tout à l'heure. Alors je sais que dans le même temps,
envisager la possibilité que les autorités organisatrices de transport puissent conclure des contrats de service public, ce qui viendrait atténuer un petit peu cet open access, mais ça veut dire que le voyageur, il serait conduit à avoir des ruptures de charge en ayant sur un parcours une partie en TGV, puis ensuite un parcours peut-être en TET ou en TER, et donc ça conduirait, de notre point de vue, à ce que l'ouverture à la concurrence apporte une moindre qualité de service à l'usager, alors que nous faisons le pari inverse. Voilà donc quelques points que je voulais évoquer avant de vous donner la parole. J'ajouterai quand même deux autres désaccords qui nous paraissent aussi importants. La date de l'ouverture à la concurrence. Je ne sais pas pourquoi, ou plutôt je préfère ne pas savoir pourquoi. Finalement, vous retenez 2023, ce qui est la position de l'administration française et uniquement de l'administration française, puisque sans ça, tout le monde considère que l'ouverture à la concurrence, selon les textes européens, ce n'est pas 2023, mais 2019. Donc est-ce que vous êtes totalement laissé influencer par la position de l'administration française? Et puis, dernier point important sur lequel on ne se retrouve pas dans votre rapport concernant l'ouverture à la concurrence, c'est la place des gares, puisque vous souhaitez que Gares et Connexions soient rattachées à SNCF Réseau, ce qui ne nous paraît pas pertinent compte tenu du poids de la dette d'SNCF Réseau. Alors vous me répondrez que la dette va être allégée, mais en attendant, elle est là. Et surtout du fait que SNCF Réseau subit une tutelle très forte de l'administration, qui nuirait à la gestion des gares et surtout à l'investissement des gares et à leur politique commerciale qui est tout à fait dynamique avec des perspectives très fortes de développement économique. Voilà quelques points que je voulais évoquer. Je vous laisse tout de suite la parole et je ne doute pas que mes collègues seront nombreux à souhaiter vous poser des questions. Il faut appuyer. Monsieur le Président, merci d'abord de cette invitation à m'exprimer devant les membres de votre commission sur le rapport qu'en effet, à la demande du Premier ministre, j'ai remis au gouvernement au milieu du mois de février dernier. Alors, d'abord, une première remarque. J'ai été frappé sur un sujet que je redécouvrais. Je travaillais sur le transport ferroviaire, mais il y a assez longtemps. De l'extrême qualité des rapports qui ont déjà été faits par toute une série de personnalités, soit parlementaires, soit personnalités qualifiées, sur l'ensemble des sujets qui sont ceux du transport ferroviaire aujourd'hui. J'évoquerai le rapport de M. Luthier de Lamotte, le rapport Le Pan, le rapport Pancher-Savary, membre de l'Assemblée nationale, votre proposition de loi que vous avez déposée avec le président Louis Nègre, et encore beaucoup d'autres, le sénateur Grignon, qui a énormément travaillé sur le problème de concurrence. Donc ce qui est frappant, c'est la qualité des travaux qui ont été accomplis, mais en face de ces travaux, une forme de, comment le dire, de paralysie de la décision publique pour tenir compte de l'ensemble de ces travaux. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président, dans votre introduction, je ne suis pas un spécialiste du transport ferroviaire. Donc, au fond, il y a quelques faits qui m'ont frappé lorsque j'ai commencé à m'investir sur ce dossier. Le premier, c'est que, contrairement à une image trop souvent exprimée, le transport ferroviaire regagne des parts de marché de manière importante sur le transport de voyageurs. Il a parfois l'image, à tort, d'un mode de transport en déclin dans l'ensemble des offres de mobilité offertes aux Français. Or, lorsqu'on regarde les chiffres que personne ne conteste, il a regagné depuis un point bas atteint en l'année 2000 des parts de marché de manière importante sur l'ensemble des offres de mobilité offertes aux Français sur le transport de voyageurs. Et ma conviction, que j'ai essayé d'exprimer dans ce rapport, c'est que ce transport, qui est un mode de transport ancien, reste un mode de transport tout à fait moderne et qui a certainement, dans les années, les décennies à venir, une capacité à gagner encore plus de parts de marché par rapport aux autres modes de transport. Mon deuxième sujet d'étonnement en ouvrant ce dossier, c'est le constat que l'on doit faire sur l'état du réseau ferroviaire français. Ce réseau, nous le connaissons tous à peu près, c'est le réseau le plus important d'Europe avec le réseau allemand, 29 000 km de lignes et 50 000 km de voies. Ce réseau a souffert pendant près de 30 ans d'absence
d'investissement, non pas d'entretien, mais de renouvellement et de régénération. Et j'aimerais à ce propos vous lire le constat que faisait le professeur Rivier, qui avait été mandaté par la SNCF en 2005 pour faire dresser un état du réseau ferroviaire français. C'est une citation. Si la situation actuelle devait perdurer, entre parenthèses, les moyens alloués à la maintenance des infrastructures se réduisent de 3% par an en valeur constante, ne subsisterait à l'horizon 2025 qu'un tiers du réseau ferré national. La totalité du réseau capillaire, les groupes UIC 7 à 9, ne pourra plus être normalement exploité dès 2011-2015. Donc c'est un rapport qui est un rapport extrêmement précis et dont le moins qu'on puisse dire est que les conclusions étaient sans aucune ambiguïté. Autre élément qui m'a frappé, c'est que sur les dépenses de renouvellement et de régénération du réseau, la grande oubliée de toute la période 1980-2010 a été la région Île-de-France. Sur le réseau de la région Île-de-France, qui est de très loin le réseau le plus utilisé, le plus exploité, sur lequel les volumes de voyageurs et le nombre de trains quotidiens qui circulent sont les plus importants, il y a eu pratiquement pendant près de 25 ans une absence d'investissement, de régénération sur ce réseau. Et on a des chiffres qui sont des chiffres extrêmement préoccupants, encore aujourd'hui, sur le réseau de la région Île-de-France, et qui montrent que l'effort qui a été relancé en 2010, puis de manière encore plus forte en 2013, devra à l'évidence être poursuivi dans la durée. Mon troisième sujet d'étonnement, ça a été l'importance des concours publics au secteur ferroviaire. Là aussi, il y a parfois le sentiment, à travers ce que l'on peut lire ou les commentaires faits, d'une forme de délaissement de la part des pouvoirs publics pour le transport ferroviaire. Or, les chiffres disent exactement le contraire. Les concours publics au transport ferroviaire n'ont cessé d'augmenter de manière tout à fait régulière, tout à fait constante. Et vous connaissez les chiffres. Ces chiffres, c'est que sur le seul secteur ferroviaire du groupe SNCF, les besoins annuels de financement sont de l'ordre de 22 milliards d'euros par an. C'est les chiffres de 2016. Les recettes commerciales sont un peu inférieures à 9 milliards d'euros. Les concours publics sous toutes leurs formes, subventions d'investissement, subventions de fonctionnement, sont un peu supérieurs à 10 milliards d'euros. Et donc il y a un déficit de financement de 3 milliards d'euros par an qui existe depuis 2013 et qui ne cesse de se confirmer année après année. Je me suis posé au fond une première question, qui est une question toute simple, puisque je n'étais pas un spécialiste de ce secteur. C'est que dès lors que les concours publics au secteur ferroviaire ont cette importance, recettes commerciales un peu moins de 9 milliards, concours publics directs 10 milliards et demi, concours publics implicites à travers une dette de 3 milliards de l'ordre de 13 à 14 milliards d'euros par an, est-ce que c'est justifié? La réponse est oui. Le transport ferroviaire est un mode de transport indispensable et au fond, le montant des concours publics et le principe des concours publics est inhérent au modèle économique du transport ferroviaire. Mais dès lors que on fait ce constat, et que ce constat, on peut le faire également en Allemagne, en Italie, en Espagne, dans tous les pays qui ont conservé un transport ferroviaire important, on est amené au fond à se poser deux questions toutes simples, qui sont la première, dès lors que ce système économique a besoin de concours publics, il faut s'assurer que chaque euro public investi engendre une valeur supérieure pour les usagers à l'euro public investi. Et lorsque je parle de valeur supérieure, je ne parle pas de rentabilité des lignes. Lorsque ces chiffres, 9 milliards de recettes commerciales, 14 milliards de concours publics, on voit bien que la notion de rentabilité classique n'est pas une notion qui est habituelle dans le transport ferroviaire. Je mentionne bien tout ce qui concerne les externalités positives, comme les gains de temps pour les personnes, les effets externes sur la pollution, les gains de productivité pour les entreprises, bref, l'ensemble des données socio-économiques qui permettent de justifier qu'un euro public soit investi dans ce secteur. Donc, première question qui me paraît être de pur bon sens, s'assurer que chaque euro public investi l'est investi dans le domaine de pertinence du transport ferroviaire et que chaque euro public investi a un retour collectif supérieur à l'euro public investi. Et puis, deuxième question, qui est également une question de bon sens, me semble-t-il, c'est de s'assurer que chaque fois qu'un euro public est investi, il est investi de la manière la plus efficace possible, la plus opérationnelle possible. Et on peut le dire de manière un peu caricaturale,
est-ce que lorsqu'on investit 1 euro aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait avoir le même résultat en investissant seulement 90 centimes d'euros? Et c'est à travers ces 2 questions qui me paraissent de pur bon sens que j'ai essayé d'articuler l'ensemble des propositions sur les sujets que vous avez évoqués. Alors, Monsieur le Président, vous avez évoqué un premier sujet dont je comprends bien qui a été écarté par le gouvernement. Donc, il n'y a plus de sujet qui soit de sujet d'actualité. Mais j'aimerais répondre à l'interrogation que vous m'avez adressée sur les petites lignes. Le réseau ferroviaire français, je l'ai dit, c'est environ 29 000 km de lignes. Et la première chose qui frappe lorsqu'on le compare aux autres réseaux européens, c'est que, ça avait été noté par le professeur Rivier, là encore, il n'y a qu'en France qu'existent des lignes classées selon le standard UIC, Union internationale des chemins de fer, en catégorie 7 à 9. Et j'aimerais vous lire là aussi ce que disait le professeur Rivier, qui, comme moi, découvrait ces réalités lorsque ce travail lui a été confié en 2005. C'est une citation. « Parmi les réseaux européens comparés, seul le réseau national français compte une telle proportion de lignes à faible trafic. Il y a lieu de s'interroger sur la pertinence du maintien d'un trafic très faible sur un système conçu pour le transport de masse. » Voilà ce que disait le professeur Rivier, qui, contrairement à moi, est un spécialiste du transport ferroviaire, lorsqu'il a eu à s'exprimer sur ce sujet en 2005, compte tenu de l'audit qui lui avait été demandé par Louis Gallois, alors président de la SNCF. Et je pense que c'est une remarque là aussi qui me paraît devoir, en tout cas, sinon être retenue, en tout cas être prise en considération, et qui conduit à s'interroger, c'est aussi la question que je me suis posée, sur ce qu'est le domaine de pertinence du transport ferroviaire par rapport à ce que sont les caractéristiques du transport ferroviaire. Alors ces caractéristiques, on peut les énumérer de manière extrêmement simple, me semble-t-il. C'est un transport de masse qui arrive au cœur des agglomérations, dont l'empreinte environnementale est faible, et c'est certainement une de ces caractéristiques les plus importantes, surtout au moment où, à juste titre, chacun s'interroge sur ces problèmes environnementaux. Et c'est enfin un mode de transport dont l'intensité capitalistique est considérable. Et donc les coûts sont considérables. Et c'est ce qui m'a conduit à regarder quelle est la situation du réseau français du point de vue de sa fréquence d'utilisation. Les chiffres sont dans le rapport, personne ne les a contestés, ce sont des chiffres qui sont tout à fait publics, mais ils sont impressionnants. 90% du trafic a lieu sur 30% du réseau et 2% du trafic sur 45% du réseau. Et donc, ces chiffres, dans leur brutalité, amènent nécessairement à se poser des questions. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais vous répondre, je n'ai jamais proposé de fermer les petites lignes. Ce n'est pas dans ma responsabilité. Je n'avais certainement pas l'idée que je pouvais ainsi décider de décisions qui relèvent de la représentation nationale. Ce que j'ai essayé de dire, c'est la chose suivante. C'est qu'il fallait, me semblait-il, faire un bilan socio-économique de ces petites lignes, les UIC 7 et 9, 9000 km de lignes avec voyageurs. Et je vous lis la recommandation 1 que j'avais proposée, confier à SNCF Réseau la réalisation, avant l'élaboration des prochains contrats de plan État-région, d'un état des lieux de la partie la moins utilisée du réseau, présentant ligne par ligne l'état de l'infrastructure, le besoin de rénovation et le bilan socio-économique des investissements. L'élaboration de la méthode d'évaluation sera confiée à France Stratégie et les évaluations feront l'objet d'une contre-expertise du commissariat général en investissement. Et je proposais également que, naturellement, le rapport sur ces évaluations soit transmis au Parlement et discuté au sein de la représentation nationale. Je voudrais faire une remarque que je crois être une remarque assez importante. Aujourd'hui, ces petites lignes, sans que personne ne le dise, sont menacées dans leur existence même, puisque SNCF Réseau a décidé il y a quelques années qu'elle n'interviendrait plus sur la régénération et le renouvellement de ces lignes, sauf si les régions décident, en fonction des choix et des orientations qui sont les leurs, d'investir sur ces lignes. Et à ce moment-là, elle intervient sous la forme d'un forfait de 8,5% du coût total du renouvellement et de la régénération, ce forfait étant l'actualisation des économies d'entretien que SNCF Réseau réalisera compte tenu de ce renouvellement des lignes.
Je dois le dire devant votre commission, Monsieur le Président, cette politique, si elle est continuée dans la durée, conduira de manière inévitable à la fermeture de beaucoup de ces petites lignes dans les années qui viennent. Et à l'horizon de contrats pluriannuels qui lient SNCF Réseau à l'État, beaucoup de ces lignes auront fermé parce qu'elles auront été déclarées hors d'âge. Et il m'avait semblé qu'il était préférable, plutôt que d'avoir une politique un peu aveugle telle que je viens de rapidement de définir, de regarder les choses de manière objective et d'essayer d'objectiver les choix. Telle ligne doit être conservée parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce que les raisons peuvent être tout à fait diverses. Telle ligne, en revanche, on peut considérer qu'elle doit être interrompue dans son exploitation. Je voudrais, si vous me le permettez, ajouter deux éléments sur le réseau. J'ai dit que le réseau était un réseau vieillissant et parfois en mauvais état. Et nous savons tous que l'effort qui a été décidé en 2010 et intensifié en 2013 se traduit aujourd'hui du point de vue des financements par une augmentation de l'ordre de 2,5 milliards à 3 milliards de la dette de SNCF Réseau chaque année. Je pense que c'est un système qui est mauvais et qu'il faut que les décisions soient prises qui permettent à SNCF Réseau d'assurer le programme d'investissement qu'elle doit conduire sans avoir à recourir aux facilités de la dette. Et de ce point de vue, j'ai proposé, vous le savez, et ça me paraît être probablement une des orientations les plus importantes du rapport que j'ai remis au Premier ministre, que le coût complet du réseau ferroviaire français, dans sa structure actuelle, constitue un chiffre connu et une référence connue par rapport à laquelle l'ensemble des décisions de l'État, des régions, des opérateurs devront être prises dans la durée pour que ce coût complet soit assuré. J'ai eu la grande surprise de voir que ce coût complet, qui est une réalité économique, le coût complet, d'après les calculs du SNCF Réseau, se situe entre 8 et 9 milliards d'euros par an. Et aujourd'hui, il n'est pas assuré. 3 milliards de déficit de financement alimente une dette en constante augmentation. Je crois qu'il est normal, il est sain que ce coût complet du réseau soit connu, qu'il soit établi entre SNCF Réseau et l'ARAFER, sous le contrôle de l'ARAFER, et qu'il constitue pour tout le monde, pour tous les acteurs, dans leur diversité, une référence. Mais en tout cas, il faut absolument ne pas rééditer ce qui s'est passé ces 20 ou 30 dernières années, c'est-à-dire d'une forme d'impasse faite par l'ensemble des acteurs sur le coût complet d'un réseau ferroviaire dont on décide qu'il doit être maintenu dans sa structure actuelle. Vous m'avez, Monsieur le Président, posé une question sur la dette. J'ai été à la fois relativement précis sur ce sujet dans la recommandation que j'ai faite, mais sans citer de chiffres. C'est un sujet qui est un sujet complexe, vous le savez, puisque dès lors que la dette serait reprise par l'État, évidemment, cette dette serait immédiatement incorporée à la dette publique, mais elle passe aussi par le déficit public annuel. Et donc, j'ai pensé qu'il était prudent de ne pas articuler de chiffres qui pourraient mettre le gouvernement en situation difficile par rapport à un ensemble de décisions qu'il a à prendre. Mais la formule que j'ai proposée sur cette dette me paraît claire. En fonction d'efforts de productivité à réaliser par SNCF Réseau, 1,2 milliard prévu dans le cadre du contrat pluriannuel qui lie SNCF Réseau à l'État, et des efforts complémentaires que je suggère, je recommande que la reprise de dette faite par l'État, et c'est resté dans le rapport, permette avant 2026, qui est le terme du contrat pluriannuel qui lie l'État et Réseau, permette avant 2026 à SNCF Réseau d'équilibrer ses flux de trésorerie, c'est-à-dire de conduire un programme d'investissement dont je propose qu'il soit renforcé de 500 millions d'euros par an par rapport aux chiffres aujourd'hui constatés, sans avoir à recourir aux facilités de la dette. Et donc, ma deuxième proposition, à travers la transformation de SNCF Réseau en société nationale à capitaux publics, une forme de société anonyme, faire en sorte que cette dette ne puisse plus augmenter, que les facilités de la dette ne soient plus utilisées comme elles l'ont été depuis de trop nombreuses années, à travers le maintien d'un ratio entre la marge opérationnelle de SNCF Réseau et sa dette qui soit un ratio classique pour une société nationale à capitaux publics.
Je voudrais, Monsieur le Président, avant de conclure, et au fond c'est les questions que les membres de votre commission vont m'adresser et les réponses que je pourrais faire qui seront sans doute les plus vivantes et les plus importantes, dire 2 mots de la concurrence. Sujet sur lequel vous m'avez également posé quelques questions. Sur les dates de la concurrence, je n'ai pas souhaité rouvrir dans mon rapport un débat que vous connaissez parfaitement, Monsieur le Président, entre l'administration et le gouvernement français et la Commission européenne. Je n'évoquerai pas le considérant 17 ou 44, peu importe. La France a plaidé depuis toujours que les autorités organisatrices en matière de transport ferroviaire étaient des autorités doubles, à la fois l'autorité régionale et l'État, et que dès lors l'État avait son mot à dire sur le moment où la concurrence devait s'exercer. Ce que j'ai proposé dans mon rapport, c'est qu'elle puisse s'exercer dès 2019, et peut-être dans le cadre des ordonnances ou de la loi, le Parlement aura en débattre rapidement, et j'ai souhaité que les régions qui elles-mêmes souhaiteraient s'engager dans ce processus de concurrence puissent le faire sans que des limitations dans la loi encadrent leur volonté d'avancer sur ce sujet. Et donc, vous avez raison, je suis resté fidèle à la position qui a été celle du gouvernement français depuis l'origine, mais en laissant aux régions qu'ils souhaiteraient toute latitude en matière de concurrence de faire ce qu'elles croiront devoir faire. Et dans l'ensemble des acteurs que j'ai rencontrés, à la fois les opérateurs privés, les régions elles-mêmes, j'ai senti sur ces sujets un très grand pragmatisme et le souhait d'entrer dans la concurrence à partir de 2019, probablement ça s'exercera de manière effective en 2020 ou 2021, de manière raisonnable et pragmatique, sans qu'il soit besoin de dire aux régions ou de limiter les possibilités des régions dans ce domaine. Le grand sujet que pose la concurrence, c'est celui, au fond, du maintien ou de la préservation ou de la restauration de la compétitivité de l'opérateur historique. Comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, pour ce qui concerne les lignes à grande vitesse, j'ai, comme la quasi-totalité des acteurs que j'ai rencontrés, à l'exception de la proposition de loi que vous avez déposée avec le Président Nègre, j'ai eu des expressions en faveur, non pas d'une concurrence pour le marché, mais d'une concurrence dans le marché. Système allemand, et donc le système des franchises anglais a été la plupart du temps écarté par les interlocuteurs que j'ai sollicité de me donner leur opinion sur ce sujet. Bien sûr, cette concurrence dans le marché, si elle s'exerce de manière effective, parce que les barrières à l'entrée les barrières à l'entrée qui sont liées à l'intensité capitalistique du secteur sont considérables. Bien sûr, risque de mettre en cause une péréquation entre les lignes rentables et les lignes non rentables. Et c'est la raison, comme vous l'avez souligné, pour laquelle j'ai suggéré que des obligations de service public puissent prendre le relais, conformément à ce qu'avait conclu le rapport Abraham en 2011. Et que par ailleurs, une taxe de péréquation perçue sur tous les opérateurs permette d'alimenter ces obligations de service public. J'ai par ailleurs suggéré que de s'appuyer sur la disposition prévue par les directives européennes des accords cadres pour définir des ensembles de lignes qui seraient attribuées avec des lignes rentables et des lignes non rentables dès lors que des opérateurs se présenteraient pour être en concurrence avec la SNCF. Mais le grand sujet de la concurrence, et c'est là-dessus que je souhaiterais conclure, Monsieur le Président, c'est bien sûr le problème de la concurrence sur le secteur conventionné. Autant sur le secteur non conventionné, TGV, la concurrence s'exercera sans doute, mais à la condition qu'il est très difficile de prévoir aujourd'hui. En revanche, sur le secteur conventionné, et notamment les TER, on sait que les concurrents se présenteront, qu'ils auront de l'ambition et que les régions, de manière certainement tout à fait légitime, souhaiteront, pour celles qui seront candidates à ce principe de concurrence, y avoir recours avant 2023. Et dès lors, le problème de la compétitivité de l'opérateur historique se pose de manière incontestable. Je voudrais à cet égard souligner un point. Ces marchés conventionnés, et notamment le marché des TER, sont pour l'essentiel des marchés de coûts salariaux.
Les investissements sont pris en charge par les régions, qu'il s'agisse de l'achat du matériel ou qu'il s'agisse du financement des ateliers de maintenance. Et donc on est sur des marchés qui sont principalement, pour ne pas dire de manière très majoritaire, des marchés de coûts salariaux. Et dès lors, aborder cette phase de concurrence qui va s'exercer dès 2020-2021, qui deviendra un principe général en 2023, avec un handicap en termes de compétitivité sur les coûts salariaux, je pense est une menace considérable pour l'opérateur historique. Si on se réfère à ce qui s'est passé en Allemagne, où ce principe de concurrence existe déjà depuis de nombreuses années, l'opérateur historique a perdu à peu près 40% des marchés qui sont les marchés dont les lenders allemands sont les autorités organisatrices. Alors, il est assez difficile sur ce sujet de la moindre compétitivité de la SNCF d'avoir des chiffres extrêmement précis, puisqu'il n'y a pas de référence aujourd'hui tout à fait certaine en matière de comparaison. Mais nous avons au moins essayé de le faire, et j'ai été accompagné dans cette mission par Jean-François Collin, à qui j'ai demandé d'être présent pour répondre à des questions que vous aurez certainement à poser sur le sujet que j'évoque à l'instant. Nous avons estimé cet écart de productivité ou de compétitivité entre la SNCF et les opérateurs, les futurs opérateurs qui seront en concurrence avec elle, de l'ordre de 25 à 30%, ce qui est évidemment considérable, sur 3 sujets. Il y a un sujet sur lequel il est relativement facile de fixer les choses, c'est le sujet du temps de travail, puisqu'il y a là une référence qui est la Convention collective nationale qui a été approuvée en 2016 et qui s'applique aux opérateurs privés. Donc là, les choses sont relativement simples à identifier et à mesurer. L'écart sur ce sujet est de l'ordre de 10%. Le deuxième sujet sur lequel il y a un déficit de productivité ou de compétitivité est dû au dictionnaire des filières et des métiers, au contenu des emplois. J'ai beaucoup d'exemples précis que je pourrais citer si vous m'interrogez sur ce sujet, mais à l'évidence, la SNCF doit, je pense de manière rapide, et il me semble que c'est le sujet sur lequel les syndicats eux-mêmes sont les plus conscients de la réalité des choses, faire en sorte non pas de réduire les salaires, ce n'est pas le sujet, mais de faire en sorte, là où c'est possible, d'avoir une meilleure polyvalence, une meilleure adaptation des emplois de la SNCF à ce qui s'impose à elle, comme à toutes les entreprises, en matière de numérisation et de digitalisation. Le troisième sujet sur lequel l'écart de compétitivité peut apparaître, c'est celui des déroulements de carrière et des classifications, avec un GVT, une rémunération moyenne des personnes présentes, qui augmente de plus de 2% par an, ce qui est un problème considérable pour la SNCF, qui, à mon sens, doit être résolu, sauf à créer et même à approfondir l'écart de compétitivité avec ses concurrents futurs. Et puis le troisième sujet, c'est des sureffectifs à la SNCF et des coûts de structure qui la pénalisent aujourd'hui de manière importante. Alors, par rapport à ce sujet, il y a 2 manières de l'aborder, les 2 pouvant être exclusives l'une de l'autre ou se marier. La première, c'est que par un dialogue social interne sur les sujets que je viens d'évoquer, les évolutions qui doivent être conduites le soient. Et une de mes surprises dans ce dossier, c'est qu'au fond, la SNCF, contrairement à une image, là encore, aujourd'hui trop souvent présente alors qu'elle est erronée, a tous les moyens, par un dialogue social interne, de faire évoluer l'ensemble de ces dispositions. Il y avait un certain nombre d'obstacles qui faisaient que ça n'était pas possible, notamment le rôle joué par la commission mixte du statut. Elle a aujourd'hui un rôle purement consultatif qui a été reconnu par une décision du Conseil d'État et consacré par un décret. Et donc la SNCF a sur l'ensemble de ces sujets la possibilité d'avancer dans les conditions lui permettant de réduire cet écart de compétitivité dans un dialogue social avec l'ensemble des syndicats. Et puis le deuxième sujet, c'est celui, faut-il continuer à embaucher au statut ou faut-il garantir aux gens qui sont au statut aujourd'hui l'ensemble des droits qui sont les leurs de manière scrupuleuse, mais en revanche ne plus embaucher qu'en dehors du statut, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'on embaucherait dans un système qui ne serait pas parfaitement défini. Il y a déjà un cadre conventionnel pour les contractuels de la SNCF qui existe, 15 000 contractuels, et ce cadre contractuel devrait évidemment être parachevé et amélioré dès lors que cette décision
seraient prises. Voilà, Monsieur le Président, je n'aborde que quelques sujets sur une extrême diversité de sujets, ceux que vous m'avez au fond suggéré de traiter à travers les questions que vous m'avez adressées. Et je laisse maintenant la parole aux sénateurs ou aux sénatrices qui souhaiteraient intervenir sur ce sujet. Et ils sont très nombreux. J'ai déjà plus d'une vingtaine de demandes de prise de parole, donc je vais être obligé d'arrêter là les demandes de prise de parole et de ne donner la parole qu'à ceux qui ont déjà manifesté leur souhait de s'exprimer. Et je vais aussi demander à chacune et chacun d'entre vous d'être bref, et on va être obligé de mettre le chrono pour essayer de rester dans des interventions de 2 minutes. Monsieur Cornu. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, Monsieur Spinetta, j'ai lu votre rapport et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un rapport à l'eau tiède et vous dressez un bilan finalement sévère du secteur ferroviaire. J'ai deux questions à vous poser concernant l'état du réseau. Vous avez très clairement dit dans votre rapport qu'il faudrait 10 ans d'efforts pour rattraper le retard pris depuis 1980 et qui est bien sûr que la priorité était les nœuds ferroviaires et les lignes les plus fréquentées et qu'il était nécessaire de faire un saut technologique pour augmenter la capacité des infrastructures avec le RTMS niveau 2. Tout cela, c'est globalement 3 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Or, vous avez très clairement dit qu'il était exclu d'une augmentation de la dette de 3 milliards par an pour SNCF Réseau. L'AFIT qui aide à cela, c'est 2,4 milliards d'euros par an de budget. L'AFIT, c'est à la fois le ferroviaire, mais aussi le fluvial et les routes. Donc, comment trouver cet argent, d'autant plus qu'on paye en fait l'abandon de l'écotaxe qui aurait pu servir aussi à améliorer les choses. Et puis, concernant le dimensionnement du réseau, vous avez évoqué la particularité française avec les catégories 7 à 9. Bon, vous dites très clairement qu'il faut qu'on pose cette question et qu'il ne faut pas l'éluder et en fait vous avez évoqué la fermeture des petites lignes qui étaient finalement inéluctables, même si le gouvernement a très clairement dit qu'il abandonnait ce dossier de la fermeture des petites lignes, mais par l'hypocrisie en fait de ne plus faire de travaux sur les petites lignes, en fait ça va aboutir à cette fermeture. Comment vous voyez la réaffectation de ces petites lignes qui n'auraient plus d'accès aux voyageurs, mais qui pourraient peut-être servir pour le fret ou d'autres réaffectations? Et puis, concernant l'écart de compétitivité, vous avez été PDG d'Air France, vous avez connu cet écart de compétitivité entre la compagnie Air France et les compagnies du Golfe. Vous pouvez peut-être avoir une vision de ce qui attend la SNCF avec cet écart de compétitivité dans le futur. Merci. Madame Assassi. Oui, merci Monsieur le Président. Un point de vue et quelques questions. J'imagine que je ne vais surprendre personne ici en disant que votre rapport, Monsieur Spinetta, constitue, selon moi, une attaque sans précédent contre tous les fondements du service public et particulièrement contre le service public ferroviaire. Alors moi aussi j'ai du bon sens et mon bon sens me fait dire que vos propositions ont en fait choisi un angle et cet angle c'est l'angle financier et budgétaire indépendamment de toute considération d'intérêt général, que ce soit en termes d'aménagement du territoire, du droit à la mobilité ou de transition écologique. Donc en l'état, vos propositions se traduiraient par un report du rail vers la route, à l'inverse de tout ce qu'il convient de faire pour répondre à l'urgence climatique. Donc j'ai une question. Comment, avec vos propositions, respecter dans cette perspective la COP21, alors même que déjà en 2016, le niveau d'émission a été supérieur à ce qui avait été prévu? Deuxième question. Cela a été un peu évoqué. Comment les régions pourront récupérer les petites lignes alors même que leurs dotations sont en berne? Et enfin, Monsieur Spinetta, l'ouverture à la concurrence, et quelle que soit la date qui sera retenue,
va condamner de toute façon la péréquation entre les lignes et va conduire à l'abandon de tout ce qui n'est pas considéré comme rentable, aux grandes dames, bien évidemment, des populations. Donc, l'expérience de l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire n'a pourtant pas été concluante. Donc, j'ose une autre question. Pourquoi s'entêter dans cette voie? La filialisation du fret va signer sa condamnation et c'est un non-sens écologique quand on sait que 35 wagons d'un train fret représentent 5 camions de 32 tonnes. Donc, pour terminer, pour conclure mon propos, je veux réinsister pour dire que c'est un rapport qui est un rapport à charge contre le service public ferroviaire, qui est à charge contre les salariés de ce service public, au-delà même de l'attaque contre leur statut. Merci. Monsieur Longeot, qui sera le rapporteur de la proposition de loi que nous examinerons à la fin de ce mois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Spinetta, est-ce qu'il vous serait possible de revenir sur votre proposition de moduler les péages pour inciter les entreprises ferroviaires à assumer des dessertes non rentables? Cette modulation pourra-t-elle être assez forte pour être efficace? Bien sûr, je parle en termes de faisabilité juridique, mais aussi et également au regard des contraintes financières pesant sur le gestionnaire du réseau. Avez-vous des simulations économiques sur la transformation de SNCF Mobilité en société anonyme? À quelle échéance cette mesure vous semble devoir et pouvoir être mise en œuvre? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Berry-Débat. Oui, ma question touche aux lignes 7 à 9, notamment leur existence dans des départements très ruraux, et nous sommes beaucoup de sénateurs et sénatrices à représenter ces départements. Vous avez dit dans votre intervention que le transport ferroviaire était un transport de masse avec une empreinte faible, des coûts considérables. C'est notamment vrai pour ces petites lignes, mais il n'en demeure pas moins que pour beaucoup d'entre elles, c'est la seule possibilité de se déplacer dans des départements ou même dans des régions très importantes. Vouloir les condamner à travers le prisme d'une analyse conduirait à avoir une politique contraire à l'aménagement du territoire et surtout à la mobilité au quotidien. Donc je m'interroge, c'est vrai qu'il y a un coût, c'est vrai que le constat que vous avez fait est réel, je m'interroge sur remplacer cela par des lignes, je dirais, de bus. On revient sur la problématique du développement durable, dont on est un peu dans les passes, et je pense que beaucoup de territoires sont concernés par cette problématique et ne peuvent, je dirais, ne peuvent accepter une telle alternative, dont il y aura une résistance qui va être faite au-delà des problèmes de ce que vous proposez pour la SNCF elle-même. C'est sur une politique d'aménagement du territoire que va poser les décisions que vous voulez prendre. Merci, Monsieur Marchand. Oui, monsieur le Président, Monsieur Spinetta. Une question relative à un sujet qui a été abordé par Jean-François Longeot, mais qui, je crois, est une question essentielle, c'est la question des péages. Et derrière la question des péages, vous avez abordé l'ARAFER, c'est le rôle du régulateur, puisque chacun sait bien qu'avec l'ouverture à la concurrence, les entreprises ferroviaires vont avoir besoin de prévisibilité, une prévisibilité sans doute entre 3 et 5 ans pour leur permettre là aussi d'investir et de développer le ferroviaire. Et donc, ça m'intéresserait de savoir, puisque cette question est aujourd'hui au cœur de différents sujets, quelle est votre position sur cet avis conforme qui est aujourd'hui délivré par l'ARAFER depuis 2011 et qui est aujourd'hui sujet à de nombreuses interrogations, étant entendu que je suis de ceux qui pensent que cet avis conforme est un des atouts pour réussir cette ouverture à la concurrence. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Gold.
Merci Monsieur le Président. Dans votre rapport, Monsieur Spinetta, vous concluez que la nécessaire organisation de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs constitue une occasion unique de moderniser le système ferroviaire français et de lui offrir une perspective de renouveau à l'heure où se multiplient les innovations dans le domaine de la mobilité. Alors on a récemment, dans le cadre de cette commission, auditionné Anne-Marie Idrac sur les enjeux des véhicules autonomes. On verra demain, certainement à la RATP, que certaines rames seront désormais complètement automatisées pour le transport du quotidien. Alors dans le cadre de la stratégie de desserte pour le transport ferroviaire à horizon 2030, je pensais que l'ensemble des rames deviendraient de plus en plus autonomes. Or, je n'ai pas trouvé dans votre rapport un enjeu important pour ce type d'innovation. Alors ma question est simple, est-ce que la réflexion autour des rames autonomes ne faisait pas partie de votre lettre de mission ? Ou est-ce une solution technique qui n'est pas envisageable pour l'instant à court et à moyen terme dans une vision d'aménagement du territoire? Merci. Monsieur Spinetta, j'ai donné volontairement la parole à chacun des groupes politiques présents ce matin dans cette réunion. Il manque juste un groupe, donc forcément on ne lui a pas donné la parole. Je vous propose peut-être de répondre à cette première série d'interventions avant de donner la parole aux autres membres de la Commission. Merci Monsieur le Président. Je vais essayer de regrouper un certain nombre de questions qui ont été posées par les membres de votre commission. J'ai, dans mon rapport, il me semble que c'est la partie la plus, pour moi, qui a été la plus difficile à rédiger, mais je pense la plus intéressante. C'est les pages 33 à 39 qui sont des pages consacrées au modèle économique du transport ferroviaire et au fait que ce mode de transport, cette activité économique, doit normalement, c'est inhérent à ce modèle économique, bénéficier de subventions. De ce point de vue, je me suis livré à un certain nombre de comparaisons européennes et le niveau de subvention qui existe en France est plus élevé que celui qui existe en Allemagne ou en Angleterre lorsqu'on le rapporte au nombre d'habitants ou aux foyers fiscaux, peu importe, et un peu moins élevé que celui qui est consacré au transport ferroviaire dans des pays comme la Suisse et l'Autriche, mais on est sur des pays qui ont une démographie et une géographie assez différentes. Mais on trouve partout, un mode de transport qui est un mode de transport subventionné, ce qui correspond précisément à sa dimension de service public. Et il faudrait dire à Mme Mafazi que, loin de moi l'idée de condamner le service public, l'idée du rapport, c'est de donner au service public, qui est inhérent à ce mode de transport, toute sa dimension et tous ses atouts. Monsieur Cornu a justement souligné, me semble-t-il, dans mon rapport, les remarques que je fais sur le caractère indispensable. Ce n'est pas 10 ans d'efforts, monsieur le sénateur, c'est probablement 20 à 30 ans d'efforts qui sont nécessaires au niveau actuel pour restaurer un réseau ferroviaire qui soit équivalent au réseau ferroviaire allemand. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres. Le réseau ferroviaire allemand, qui a la même dimension, c'est 15 ans, 17 ans de moyenne d'âge. En France, c'est 30 ans. Et sur un réseau beaucoup plus moderne que le nôtre, les Allemands investissent plus chaque année en renouvellement aujourd'hui que nous le faisons. Et donc, restaurer la situation du réseau ferroviaire demandera un effort qui s'inscrira nécessairement dans la durée, et je le pense malheureusement au-delà de 10 ans. Et j'ai essayé, vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, d'identifier quels étaient les points qui me paraissaient devoir être prioritaires, les nœuds ferroviaires, les gares, qui constituent aujourd'hui des goulots d'étranglement qui empêchent d'utiliser le réseau au maximum de sa capacité. C'est Lyon, c'est Marseille, c'est Toulouse, bref, c'est la plupart des grandes villes françaises. L'effort doit d'abord porter là-dessus. Et lorsqu'on voit quels sont les besoins de transport ferroviaire, notamment dans le sud-est, je pourrais citer d'autres exemples, sur l'ensemble des besoins de déplacement des personnes sur la partie très habitée de la Côte d'Azur, entre Fréjus et Vintimille, on voit bien qu'il y a une demande de transport ferroviaire qui est considérable, qui aujourd'hui ne trouve pas à s'exercer. Il devrait y avoir un train toutes les 5 ou les 6 ou les 7 minutes, l'équivalent d'un RER, et aujourd'hui, malheureusement, les gens qui souhaitent, et beaucoup souhaitent se déplacer en train, ne le peuvent pas, faute d'une cadence suffisante, et cette cadence n'est pas possible, en raison des deux sujets, monsieur le sénateur, que vous avez justement soulignés,
les nœuds ferroviaires et la signalisation, une signalisation moderne du réseau qui permet de réduire l'espacement entre les trains et d'accroître la capacité des lignes. Donc à mon sens, et sur ces sujets, je propose qu'il y ait une espèce d'ordre de priorité, de la même manière que la commission Duron a essayé de définir quelles étaient les priorités en matière d'investissement nouveau, de développement de lignes nouvelles. Je pense qu'il devrait y avoir un débat sur les secteurs du réseau ferroviaire français sur lesquels doivent porter les efforts dans le cadre des investissements tels qu'ils sont aujourd'hui. Monsieur le sénateur, vous avez dit 3 milliards. J'ai proposé que ce soit augmenté de 500 millions d'euros par an, porté à 3,5 milliards, net des subventions reçues. Il s'ajoute à ça des subventions venant de l'Europe ou venant d'autres acteurs. Mais cet effort devrait être poursuivi dans la durée. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'il faut se concentrer sur les goulots d'étranglement, les nœuds ferroviaires, et tous les investissements permettant d'accroître la capacité du réseau pour donner au service public du transport ferroviaire l'ensemble de sa dimension et faire qu'il rencontre les besoins sociaux exprimés par nos concitoyens. Sur la concurrence Compagnie du Golfe, bon, c'est un sujet qui est un peu différent dans le transport ferroviaire. Vous le savez d'ailleurs parfaitement, monsieur le sénateur. Je ne pense pas que la SNCF ait à faire face à des compétiteurs équivalents à ceux qui se sont dégagés dans le transport aérien. Et je pense que c'est à l'intérieur des règles sociales françaises, convention collective nationale, règles du Code du travail, que s'exercera la concurrence. Et c'est bien dans cet environnement, qui est un environnement national, qu'il faut considérer, me semble-t-il, l'écart de compétitivité entre la SNCF et ses compétiteurs. Sur la concurrence et ses effets, beaucoup de questions. Sur les lignes à grande vitesse. Sur les lignes à grande vitesse, c'était une question qui m'était posée dans la lettre de mission que m'avait confié le Premier ministre. Est-ce qu'il fallait continuer sur le modèle actuel du TGV, c'est-à-dire la desserte d'une quarantaine de gares qui sont sur ligne TGV et près de 200 gares, 160 gares supplémentaires qui desservent l'ensemble du territoire dans une notion d'aménagement du territoire? J'ai répondu à cette question oui, il ne faut pas chahuter le modèle du TGV tel qu'il existe aujourd'hui. Parce que le TGV qui se situe dans le secteur marchand et pas dans le secteur conventionné, en 2017, a enregistré des résultats en très forte amélioration et est à un niveau de rentabilité qui lui permet de payer l'ensemble de ses coûts, à la fois ses coûts d'opération et ses coûts d'investissement, c'est-à-dire le renouvellement de ses rames. Et de ce point de vue, je crois que c'est une très bonne nouvelle dont on peut tous se réjouir. Le transport à grande vitesse est à l'équilibre économique et probablement dans la durée. Alors, comment s'exercera la concurrence? Je n'ai pas souhaité sur ce sujet faire des propositions trop définitives, parce qu'au fond, autant je suis convaincu que sur le transport conventionné, la concurrence s'exercera rapidement et fortement, autant sur le secteur à grande vitesse, ça reste, pour moi en tout cas, un point d'interrogation. D'abord, première remarque, le réseau à grande vitesse est d'ores et déjà ouvert à la concurrence sur les lignes internationales depuis plusieurs années, Paris-Bruxelles, Paris-Londres, d'autres destinations, et pour l'instant, aucun concurrent ne s'est manifesté. Une remarque de fait. Les barrières à l'entrée sont moins, comme on le dit souvent, le niveau des péages que l'intensité capitalistique du secteur. Il faut, si l'on veut être présent sur la ligne Paris-Lyon, par exemple, acheter un nombre de rames important, c'est un investissement qui se chiffre en plusieurs centaines de millions, et avec une contrainte considérable pour les futurs investisseurs, qui est que cet effort d'investissement, cette affectation d'argent, si jamais les résultats ne sont pas au rendez-vous, ces rames risquent de rester sur les bras de ceux qui les auront achetées, puisqu'il n'y a pas véritablement de standard européen du TGV, que chacune de ces rames et chacun de ces trains a ses spécificités nationales, et que donc, contrairement à l'aérien, où lorsqu'on a des avions, on peut immédiatement les revendre si on s'est trompé dans son modèle économique, sur le transport ferroviaire, cette intensité capitalistique constitue une barrière de fait à l'entrée, une barrière naturelle à l'entrée qui est considérable. Les éléments sur les péages sur lesquels j'ai eu beaucoup de questions que j'ai suggérés sont les suivants. Premier sujet, passer d'une tarification au train-kilomètre à une tarification au chiffre d'affaires.
Bon, c'est une orientation qu'a dessinée M. Jantet, le président de SNCF Réseau. C'est une orientation sur laquelle l'ARAFER a, je pense, dit officiellement ou officieusement, en tout cas elle a dit qu'elle y était favorable, qu'elle souhaitait l'examiner. Au fond, cette tarification au chiffre d'affaires, d'abord, se ferait sur des données incontestables, qui sont ceux du chiffre d'affaires des lignes qui seraient connus du régulateur. Et ensuite, elle présenterait, me semble-t-il, un certain nombre d'avantages. Sur les lignes peu rentables, la tarification du réseau serait évidemment abaissée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Sur les lignes rentables, elle serait certainement augmentée. Et deuxième élément, elle n'est pas contradictoire, cette tarification en chiffre d'affaires, avec ce que la SNCF a récemment développé de manière pertinente et efficace. C'est une offre low cost, au départ d'abord de Massy et de Marne-la-Vallée, et maintenant, vous le savez, de la gare Montparnasse, et demain de la gare de Lyon, qui rencontre un succès considérable. Et cette tarification au chiffre d'affaires, dernier élément, présente selon moi l'avantage de mieux lier les intérêts du gestionnaire de réseau, celui de l'opérateur de réseau, SNCF Mobilité, et de partager les risques entre les uns et les autres. Ça, c'est la première proposition. Donc, étudier un passage d'une tarification au train-kilomètre à une tarification au chiffre d'affaires, au-delà du coût marginal qui doit, en tout état de cause, selon les textes européens, être payé. Sur les péages, j'ai suggéré que l'on regarde de près la notion de saturation du réseau, qui est présente dans les directives européennes et qui peut permettre, dans certains cas, d'avoir des péages plus importants et donc d'améliorer les ressources de SNCF Réseau. Je pense que cette notion de saturation, qui aujourd'hui n'est pas étudiée, devrait l'être, comme elle l'a été dans d'autres pays, et dans une perspective tout à fait conforme au texte européen. Enfin, troisième élément, j'ai suggéré, toujours pour rester, c'est que on étudie de manière plus précise la notion d'accord cadre. Il y a en effet une forme de contradiction, me semble-t-il, dans les textes européens et dans la manière dont ces textes européens organisent la concurrence future. J'ai souligné l'intensité capitalistique du secteur. On achète des rames qui durent 30 ans. Ces rames coûtent cher. On prend un risque économique. Or, l'affectation des sillons est une affectation qui est quasiment annuelle et qui, au moins dans le système français, est en permanence chahutée, remise en cause et modifiée. Et il me semble qu'il y a une contradiction entre des péages et des sillons qui sont en constante évolution et une intensité capitalistique qui, du point de vue de l'opérateur et du concurrent, exige une forme de stabilité de la relation et de la relation contractuelle. Je pense que les accords cadres qui s'appliquent dans le fret ont été prévus pour ça. Ils peuvent, disent les textes européens, être conclus pour une durée de 5 ans, donnant plus de visibilité aux opérateurs. Et lorsqu'on travaille sur un réseau dédié, le TGV est un réseau dédié, un réseau spécifique, on peut aller jusqu'à 15 ans. Donc je pense que cette notion d'accord cadre devrait être regardée de près. Et je suggère que dans le cadre de ces accords cadres, puisse être examinée la possibilité d'affecter à des nouveaux entrants, à des nouveaux opérateurs ou à l'opérateur historique, un ensemble de lignes, des lignes rentables et des lignes moins rentables, dans un ensemble qui ne serait pas une franchise, mais qui se rapprocherait un petit peu de la notion de franchise. Enfin, dernier élément sur la péréquation avec la concurrence sur les TGV, que je souligne, en reprenant une proposition du rapport Abraham, la création d'obligations de service public, c'est une chose classique, c'est une chose qui est prévue également par les textes européens, avec l'idée d'une taxe de péréquation qui serait financée par l'ensemble des opérateurs pour financer ce fonds d'obligations de service public. Voilà un ensemble de dispositifs. Au fond, il y a une très grande incertitude sur ce que sera la concurrence sur le réseau à grande vitesse. Il y a une très grande certitude sur ce qu'elle sera sur le réseau conventionné. Et avant, me semble-t-il, d'arrêter définitivement les choses, je pense qu'il faudra voir comment se positionnent les futurs concurrents de la SNCF, quelles sont leurs intentions, ont-ils des intentions, et comment le système qui aujourd'hui est un système économiquement équilibré risquerait d'être remis en cause avant de prendre des décisions tout à fait définitives, mais en commençant à étudier les orientations que j'ai suggérées si le gouvernement le souhaite. Dernier élément, il faut, me semble-t-il, de manière impérative, que la France évite de reconduire la politique qui a été la sienne, c'est-à-dire
de ne pas affecter suffisamment de moyens au renouvellement du réseau, avec la situation qui est décrite par tous les audits qui ont précédé ma mission de manière assez cruelle. Et donc cette notion de coût complet du réseau est une notion qui me paraît absolument indispensable. Le gestionnaire d'infrastructure n'a que deux ressources. Il a les péages payés par les opérateurs, et il a des subventions versées par les autorités publiques dans leur diversité. Mais il n'a pas d'autres ressources que celles-là. Il y a quelques ressources de cession de foncier, mais qui sont tout à fait marginales. Et j'en viens à la question qui m'a été posée. Comment imaginer qu'à terme, SNCF Réseau puisse conduire les opérations qu'elle doit conduire sans générer de dettes supplémentaires? De manière, au fond, assez simple, en faisant en sorte que ce coût complet du réseau soit assumé soit par des subventions, soit par des péages de manière meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. De ce point de vue, je pense que le TGV doit payer le coût complet de son réseau, et je pense que les débats qui agitent périodiquement entre SNCF Réseau et SNCF Mobilité ne sont pas bienvenus. Je pense que le TGV doit payer ses coûts complets. Il le fait aujourd'hui. Je pense qu'il doit continuer à le faire. Premier élément. Deuxième élément, pardon, Monsieur le Président, de souligner ça. Ne considérez pas ça comme une provocation, mais je l'ai dans mon rapport. Le secteur sur lequel les coûts complets du réseau ne sont pas assurés, c'est celui des TER. Il y a une redevance d'accès payée par l'État, vous le savez tous. Il y a une redevance de coût marginal payée par les opérateurs et une redevance de marché payée par les autorités organisatrices. Je pense qu'il faudra être très attentif à ce que progressivement, de manière très progressive, sur le réseau des TER, le coût complet de ce réseau soit également assuré. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, SNCF Réseau, dans le cadre du contrat pluriannuel qui le lie à l'État, a prévu des économies qui, en cumulé en 2026, représenteraient 1,2 milliard d'euros. Ça, c'est déjà contractualisé avec l'État. C'est des économies à la fois sur le fonctionnement et sur les investissements. J'ai demandé, après un débat avec SNCF Réseau, que ce soit amélioré de 0,2 milliard. Et vous avez vu que dans cette partie, dans la partie concernant SNCF Réseau, lorsqu'on cumule à la fois les gains de productivité faits par SNCF Réseau, des gains de productivité supplémentaires, une augmentation progressive du niveau des péages, on arrive à un équilibre des flux de trésorerie de SNCF Réseau en 2024 ou 2025, dès lors qu'un certain montant de dette serait repris par l'État, qui libérerait SNCF Réseau de frais financiers qui sont aujourd'hui de l'ordre entre 1,3 milliard et 1,4 milliard d'euros par an. Donc ce problème de la dette est posé, je m'exprimerai avec prudence sur ce sujet, parce que c'est des sujets qui sont extrêmement sensibles, mais je pense, référez-vous à mon rapport, je pense que devrait être repris par l'État un quantum de dette qui permette à SNCF Réseau, justement, de financer la régénération du réseau qui est sa responsabilité sans générer de dettes supplémentaires, avec un partage entre des efforts de SNCF Réseau et un effort financier de la part de l'État. Sur la modulation des péages ligne par ligne, question de Monsieur Longeau, j'ai répondu avec le chiffre d'affaires. Il me semble que la logique du chiffre d'affaires permet cette modulation des péages, qui est sans doute plus proche de ce que permettent les textes européens qu'une modulation ligne par ligne, qui sortirait, me semble-t-il, du cadre européen tel qu'il est déterminé aujourd'hui. SNCF Réseau, société anonyme, je vous donne ma réponse à moi, elle n'est pas forcément la bonne. Le plus tôt sera le mieux. Voilà. 2019, enfin, c'est probablement un débat qui aura lieu rapidement avec la représentation nationale. Mais le plus tôt sera le mieux parce que cet établissement public industriel et commercial, on pourrait dire la même chose de mobilité, qui arrime SNCF Réseau à l'État, permet ces facilités de la dette qui, je crois, sont déresponsabilisantes pour l'ensemble des acteurs et auxquels je crois qu'il convient de mettre un terme. Sur les lignes 7 à 9 et l'aménagement du territoire, oui, c'est évidemment un débat extrêmement fort. J'ai suggéré que ce débat ait lieu à travers ces bilans socio-économiques que je suggère, en sortant de la politique aveugle actuelle qui me paraît ne pas éclairer du tout les sujets.
Je ferai juste une remarque, et je vais choquer probablement un certain nombre de vos collègues, Monsieur le Président. Le service public de la mobilité des personnes n'est aujourd'hui pas exclusivement assuré par le ferroviaire. Il est assuré par tous les modes de transport. Et c'est aussi du service public de transport des personnes. Le ferroviaire n'a pas l'exclusivité de la notion de service public du transport des personnes. D'ailleurs, les régions maintenant sont à la fois responsables du transport ferroviaire depuis la loi NOTRe et du transport routier. Et elles-mêmes, j'en suis convaincu, feront les arbitrages qu'elles devront faire dans ce domaine entre qu'est-ce qu'il convient de faire en termes de conservation de lignes, y compris de petites lignes, et qu'est-ce qu'il convient de ne pas faire. Quant à l'argument écologique COP21, pardon de le dire, je ne le ressens pas. J'ai peut-être tort, j'ai sûrement tort, comme pertinent. Le bilan écologique des petites lignes n'est pas bon. Voilà, je l'écris, ça peut choquer les gens, mais c'est la vérité. Parce que ces petites lignes ne sont pas électrifiées, c'est les motrices diesel qui circulent. On connaît la consommation de ces motrices diesel, on sait quel est le remplissage et on sait que le bilan carbone par rapport aux passagers transportés n'est pas bon. Et ce débat me paraît, me semble-t-il, j'ai sûrement tort, pas totalement pertinent, dans la mesure où demain, il y aura des cars électriques, des cars, etc., qui permettront que les choses se fassent dans des conditions qui, du point de vue de l'empreinte écologique, soient pas plus mauvaises que celles que nous avons aujourd'hui. Voilà, je crois avoir répondu à cette première série de questions. Oui, la position avis conforme de l'ARAFER. Bon, je n'ai pas évoqué ce sujet. La loi prévoit un avis conforme de l'ARAFER. Bon, c'est pas à moi de dire ce qu'il convient de faire sur ce sujet. Je pense qu'il faut trouver un équilibre dans les préconisations de l'ARAFER entre ce souhait. C'est pour ça que je propose que cette notion de coût complet du réseau soit établie entre SNCF Réseau et l'ARAFER. Et il me semble que l'ARAFER, en dehors de responsabilités qui sont les siennes sur les péages, c'est une recommandation que je fais, soit également soucieuse de la qualité opérationnelle de SNCF Réseau. Sur les rames autonomes et les solutions techniques non envisageables, c'est un sujet, monsieur le sénateur, que je n'ai pas regardé. Je disposais d'un temps. Au début, j'aurais 1 an, puis 6 mois, puis finalement, ça a été 3 mois. Donc, j'ai malheureusement pas pu examiner tous les sujets. Je le regrette. Il y en a un certain nombre qui sont restés sans avoir été réellement examinés. Je suis incompétent pour vous répondre sur ce sujet que je n'ai pas examiné, mais il y aura certainement demain ou après-demain des rames autonomes en matière de ferroviaire également, j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Donc je reprends le cours des questions en donnant la parole à Monsieur Pointreau. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, Monsieur Spinetta, on a bien compris que votre rapport s'inscrit dans une stratégie de préparation des esprits à la loi sur les mobilités. Et il vient après le rapport Duron sur le constat d'orientation et avec une dramatisation, à mon avis, excessive de la situation. Mais bon, je ne sais pas si vous avez été à l'époque aussi critique par rapport au transport aérien. Toujours est-il que moi, on est d'accord sur le constat du fait que les réseaux sont vieillissants, qu'il faut moderniser ces réseaux. Ça, c'est une priorité. Moi, je trouve dommage dans le constat que vous n'ayez pas souligné la très grosse différence entre la SNCF et la Deutsche Bahn, puisque vous le savez, après la réunification, elle a bénéficié d'un effacement total de la dette et a pu repartir évidemment sur des bonnes bases. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, la situation est beaucoup plus saine et qu'ils ont pu moderniser déjà leur réseau. Et deuxième point, dans votre rapport, vous ignorez complètement la notion d'aménagement du territoire, et ça je le regrette profondément, ce qui va aggraver le sentiment d'abandon dans les territoires ruraux avec la fermeture préconisée des lignes sur les territoires ruraux. Et bon, il y a ce vieil adage qui dit quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Mais c'est évident que quand on veut fermer des lignes, on dit qu'il n'y a pas assez de voyageurs. Et pour ça, il suffit de diminuer les cadences, diminuer les dessertes, diminuer les horaires, et comme ça, vous êtes sûr de ne plus avoir de voyageurs du tout. Et diminuer la vitesse, et comme ça, eh bien, on met des cars sur les autoroutes, ce qui est formidable. On utilise le covoiturage, c'est moderne, mais on ne résout pas la situation. Moi, je me réjouis que le Premier ministre ait, sur ce point, dit que
il ne déciderait pas de la fermeture des 9000 km de lignes depuis Paris sur des critères comptables et administratifs. Ça, je m'en réjouis, parce qu'il faut quand même penser à cet aménagement du territoire. Je voulais savoir quel était votre point de vue sur ce sujet. Merci, Monsieur Jacquin. Bon, pendant que vous trouvez un micro, je vais donner la parole à Monsieur Gontard. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, merci Monsieur Spinetta. Même si vous avez des doutes, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le transport ferroviaire est un formidable outil d'aménagement du territoire et surtout bien plus durable que les autres moyens de transport, à la fois en termes d'émissions de CO2, de consommation d'énergie, de bruit, de consommation d'espace. Et vous qui êtes un habitué, vous savez par exemple qu'un Paris-Marseille en avion, c'est environ 168 grammes de CO2 par passager et par kilomètre, contre un peu moins de 9 en train. Vous avez fait part de vos doutes, même sur les petites lignes, sur le bilan carbone. Je pense que ça dépend. Qu'est-ce qu'on compare? Ça dépend du nombre de personnes, transportées, et puis surtout de l'évolution qu'on souhaite donner. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à la lecture justement des 177 pages de votre rapport, à aucun moment vous abordez cette question de l'environnement et de bilan carbone. Et pourtant des thématiques qui sont vantées par le président de la République. Je n'ai pas non plus vu beaucoup de références au confort de l'usager, à la notion d'accessibilité, à la notion de service public pour tous et partout. Un peu comme si vous aviez abordé la problématique du transport ferroviaire uniquement sous l'angle financier, avec une recherche de rentabilité et souvent à court terme. J'imagine que ce n'est pas le cas et comme vous l'avez dit, la situation actuelle n'est plus tenable. Cependant, pourriez-vous m'indiquer en quoi les mesures que vous proposez permettront des déplacements plus respectueux de l'environnement et plus accessibles pour l'ensemble des usagers sur l'ensemble du territoire? En quoi pointer du doigt le statut des cheminots et créer des clivages permettra d'améliorer le service public? En quoi la suppression de 9000 km de réseau secondaire et la mise au rebut de millions d'investissements et d'un patrimoine remarquable permettra des déplacements plus vertueux et sécurisés sur notre territoire? Puis pour terminer, en quoi la hausse des tarifs que vous proposez favorisera le train comme moyen de transport principal? Merci. Merci. Si Monsieur Jacquin a trouvé un micro qui fonctionne, je vais lui donner la parole. Merci de m'avoir rendu la parole, Président. Vous venez de m'étonner, Monsieur Spinetta. J'avais apprécié l'argumentaire de votre rapport, le trouvant un petit peu faible sur la place de l'usager dans la question des transports. Vous venez de m'étonner en disant que pour vous, le bilan carbone du ferroviaire n'était pas si net que ça, en argumentant sur quelques, effectivement, locomotives qui fonctionnent au diesel avec peu de voyageurs dedans. C'est pas la réalité, je crois, du transport ferroviaire. Vous m'étonnez parce qu'il me semble qu'en creux, votre rapport, même s'il a certains aspects sévères dans l'approche de marché libéral et du coup du respect de l'argent public, met en évidence que la SNCF subit des injonctions paradoxales de longue date et qu'il faut la protéger de l'influence du gouvernement qui vient lui dire de faire des économies mais d'investir beaucoup, qui contribue donc à augmenter l'endettement et à un déficit d'entretien. En même temps, vous avez montré aussi que dans les points de consensus, la réforme de 2014 a eu des effets positifs sans aller suffisamment loin sur certains points. Sur la libéralisation, que vous présentez comme nécessaire pour protéger ce service de transport de ces injonctions paradoxales et la transformation du statut de la SNCF, vous ne faites pas suffisamment l'analyse des libéralisations qui ont eu lieu à l'étranger, dont certaines sont tout à fait malheureuses, certaines sont heureuses, ou encore la libéralisation du fret en France qui est plutôt ratée. Alors, 3 questions. Sur le libre accès dans la libéralisation,
J'ai trouvé que votre recommandation 25 était emmenée assez brutalement en termes d'argumentaire. Je lisais les pages tranquillement vers la page 81 en me disant tiens, c'est bien posé. Puis tout d'un coup, dans la recommandation, vous prenez le libre accès, et puis alors que vous avez bien expliqué le risque d'écrémage, le fait que certains privés pourraient venir prendre les lignes les plus rentables, et puis vous nous remettez derrière pour équilibrer une taxe de péréquation et proposer aussi une société de mise à disposition du matériel. Ça me semble assez complexe. La deuxième question sur la régionalisation, le Premier ministre a utilisé votre rapport et botté en touche la question des petites lignes en disant ben non, on ne va pas décider de Paris, on va laisser les régions décider. Quels moyens, quelles garanties peuvent avoir les régions de votre point de vue pour prendre ces décisions de manière posée. Puis dernier point sur les personnels. Votre voisin, le président Moret, a déposé une proposition de loi intéressante qu'on va examiner prochainement. Il propose plus de garde-fous dans les transferts des personnels, notamment au deuxième niveau, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise aura pu perdre un marché, si le personnel est réaffecté, il conserverait son statut, et ça n'est pas votre proposition. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Merci. Merci, Madame Lanfranchi. Monsieur le Président, Monsieur Spinetta, j'ai deux questions moi aussi, afin de renforcer la compétitivité du fret. Et sur les itinéraires couverts par la route et le rail, est-ce que vous pensez faire payer une taxe pour les camions empruntant la route? Et cette taxe serait affectée à l'entretien du réseau ferroviaire. Et puis, deuxième chose, comptez-vous aussi développer le rail-route, les camions voyageant sur les trains, et accorder ainsi une baisse de charge aux transporteurs utilisant ce moyen de transport? Et puis, le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est les dessertes auto-train. Le 10 décembre 2017, toutes les dessertes auto-train du sud-ouest, Biarritz, Bordeaux, Brive, Toulouse, ainsi que celles de Briançon, Lyon et Narbonne, soit 7 des 12 relations alors existantes ont été fermées. Et subsistent seulement les dessertes d'Avignon, Marseille, Toulon, Fréjus, Saint-Raphaël. Voilà, je me pose la question, que va-t-il advenir de ce moyen de transport qui est quand même respectueux de l'environnement et de la sécurité routière? Merci. Merci beaucoup. Madame Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Donc, un certain nombre de remarques ont été faites concernant la fermeture des petites lignes. Et bien évidemment, je partage les inquiétudes exprimées par mes collègues, en particulier par Rémy Pointreau, sur non plus la double peine, mais la quadruple peine que subissent les territoires ruraux en particulier. Alors, effectivement, nous avons le sentiment que ces territoires vont payer le prix fort, même si... on sait aussi qu'il y a un constat qui s'impose à nous. On peut regretter que la situation ne soit appréhendée que dans le cadre d'une logique comptable et qui est particulièrement implacable. Et vous qualifiez ces lignes de lignes d'un temps révolu. Personnellement, je trouve que cette appréciation n'est pas très valorisante pour les territoires. D'autre part, vous comparez avec l'Allemagne, mais le territoire français, l'organisation territoriale française n'est pas comparable à l'organisation territoriale de l'Allemagne. Alors, l'avenir de ces petites lignes interpelle en premier lieu les régions. Et selon votre rapport, un signal doit être envoyé par l'État en ne consacrant dans les CPER plus aucun crédit aux lignes dont l'intérêt socio-économique n'est pas démontré. Donc, on s'achemine inéluctablement vers la fermeture de ces lignes. Or, les régions sont très préoccupées par l'avenir du réseau de proximité et elles estiment que ce rapport se réduit à une vision parisiano-centrée. Alors, que penser de l'avenir de ces lignes dans une perspective de négociation avec les régions, dans la mesure où, selon elles, toute charge supplémentaire transférée devra, en tout état de cause, s'accompagner d'une compensation financière équivalente de l'État. D'autre part, je reviens en tant que membre de cette commission du développement durable sur la proposition de remplacer ces lignes par des moyens de transport polluants.
Or, que dire alors que la France est en passe d'être condamnée par la Commission européenne pour ne pas avoir respecté ses engagements en matière d'amélioration de la qualité de l'air extérieur, si on remet sur les routes des cars, des bus et des voitures, même si on habille cela du beau mot de covoiturage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bonnefoy. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux questions. La première dans la droite ligne de celle de ma collègue Nelly Tocqueville concernant les petites lignes. Donc, votre rapport préconise un audit de ces petites lignes en vue d'une fermeture possible de certaines d'entre elles, même si nous savons très bien que c'est pas vous qui prendrez la décision. Cette proposition donc inquiète beaucoup de collectivités territoriales, notamment rurales et à juste titre, puisqu'elle fait courir un risque de fracture territoriale et de rupture d'égalité entre les citoyens, en plus bien évidemment des conséquences majeures sur les finances des régions. Donc ce constat étant posé, on peut craindre que l'activité de la SNCF soit à l'avenir scindée en deux activités, une activité plus rentable qui serait confiée au privé et une autre plus évidemment déficitaire confiée aux collectivités, en l'occurrence les régions. Donc ne peut-on pas plutôt envisager que les éventuels bénéfices dégagés par la branche LGV de la SNCF soient réinvestis dans les lignes régionales pour le transport du quotidien défendu et à juste titre par la ministre des Transports, donc au titre de la solidarité territoriale, grâce par exemple à un fonds de péréquation. Ça, c'était ma première question ou suggestion. La deuxième concerne les gares. Donc les TGV transportent près de 110 millions de voyageurs par an pour les seules liaisons domestiques et près de 30 millions de voyageurs à l'international pour un chiffre d'affaires total de 6,6 milliards d'euros. Pourtant, SNCF Mobilité considère l'activité TGV comme non rentable. Pour faire face aux problèmes de très nombreuses dessertes non rentables, votre rapport préconise une complémentarité accrue entre TGV et TER. Donc la question est, est-ce que vous condamnez les projets de création de gares nouvelles sur des tracés des LGV qui seraient sans interconnexion avec le TER? Je vous remercie. Merci, Monsieur Mandelli. Merci Monsieur le Président. Monsieur Spinetta, voilà, ce rapport pose les bases d'une véritable transformation, mutation du secteur. D'autres l'ont vécu avant. Je pense en particulier au secteur de télécom ou de la Poste, dans des conditions un peu différentes. Moi, je voudrais vous parler de la concurrence. Alors, pas forcément infrarail, mais plutôt au moment où on parle de mobilité, d'intermodalité. Moi, je voudrais parler de complémentarité. Aujourd'hui, et depuis la loi qui porte le nom de l'actuel président de la République, nous avons développé les autocars. Je rappelle simplement, pour ce qui concerne la SNCF, que Ouibus a généré en 2016 45 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 45 millions de pertes, ou l'inverse, que ça s'est amélioré en 2017 avec un chiffre d'affaires à 70 millions et 35 millions de pertes. Aucune entreprise ne pourrait évidemment supporter durablement ces déficits. Ma première question porte sur on l'a évoqué, le maintien des petites lignes ou leur suppression. Est-ce que ça pourrait conduire à lever le verrou des 100 km, parce que c'est important, qui figure dans cette loi? Deuxième question, ça concerne l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Je suis un élu de l'Ouest. Le ministre des Transports a déclaré après cette annonce qu'il conviendrait et qu'il y a un engagement de l'État à développer les aéroports, alors Nantes bien sûr, mais aussi Rennes, avec des liaisons plus fréquentes, un agrandissement, etc., et notamment vers la capitale. Au moment même où la ligne TGV vers la Bretagne, la LGV arrive et met Rennes en direct à 1h25 du centre de Paris, est-ce que cette annonce est sérieuse, crédible, dans cette logique de complémentarité des moyens de transport? On sait bien, on l'a vu à Bordeaux, quand TGV dessert parfaitement une ville vers la capitale, le transport aérien chute. Alors, pour l'ancien dirigeant de Air France que vous êtes, est-ce que cette question est pertinente? Merci beaucoup, Madame Vullien. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur Spinetta, moi je voulais vous remercier. Je n'ai pas tout à fait la même approche que mes collègues. Je pense qu'il faut avoir le courage de réinterroger
la pertinence des modes. Et notamment s'agissant des petites lignes, puisqu'il en a été beaucoup question et que je comprends parfaitement que cela interroge l'aménagement du territoire, je pense qu'il faut regarder. Moi, ma question, elle est la suivante, c'est que les régions, et quelle va être la gouvernance justement avec les régions, mais aussi avec les autorités urbaines, comment est-ce qu'on va décider si on garde ou pas, par exemple, l'emprise, tout en disant on ne fera plus du train sur cette emprise, mais on fera par exemple du BHNS. Parce qu'il faut reconnaître qu'effectivement, les petites lignes actuelles, et moi je suis sur le secteur de la métropole de Lyon, sur la commune où j'ai été maire assez longtemps, il y a effectivement une petite ligne qui roule au fioul, et quand on regarde, si on compare avec un bus Euro 5 ou Euro 6, il vaut mieux un bus. Moi, ma question, c'est le financement du choix. Parce qu'à un moment donné, si on garde, dans certains cas, je pense qu'il faut garder les emprises et faire rouler dessus du BHNS, par exemple, ou après du véhicule autonome, etc. Mais qu'on garde vraiment les emprises et qu'on ne fasse pas en sorte qu'ensuite on n'ait plus la place d'avoir, par exemple, des pistes cyclables, d'avoir du BHNS ou aussi des piétons. Ça ne sera pas vrai dans tous les cas, mais de réinterroger. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse déterminer qui réinterroge vraiment et surtout d'où viennent les financements. On a évoqué les CPER, mais les CPER pourraient bien sûr être aussi sur du routier, mais du routier sur une zone bien déterminée, ce qui permettrait d'ailleurs de préserver l'avenir pour les véhicules autonomes. Voilà, mais moi je pense qu'effectivement, il faut être ni étonné ni choqué de votre rapport et qu'au contraire, il faut avoir le courage de se dire quel est le mode le plus pertinent pour l'avenir. Merci Madame Préville. Merci Monsieur le Président. Je suis élue du Lot, un territoire rural par excellence, et j'ai été évidemment, comme mes concitoyens, émue par votre rapport, notamment sur l'abandon des petites lignes. Or, nous sommes dans une commission d'aménagement du territoire. Et est-ce qu'il ne faudrait pas avoir la logique inverse, c'est-à-dire partir du fait que le territoire doit être irrigué, notamment par le rail, parce qu'il a été de tout temps. Et heureusement que par le passé, nos prédécesseurs avaient mis en place toutes ces infrastructures dont nous pourrions profiter, parce que mettre là maintenant en concurrence les motrices diesel et parler de bus éventuellement électriques qui n'existent pas par ailleurs sur le territoire, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc bien évidemment sur le rail, on peut mettre aussi des motrices qui fonctionneraient à l'électricité et qui seraient donc pour le coup complètement dans une empreinte écologique responsable et qui ne pollueraient pas. Donc moi je veux juste attirer l'attention, comme l'a déjà fait un de mes collègues, sur le fait que les petites lignes, et je vais vous parler de la ligne Brive-Aurillac, a été bien évidemment qui était fortement dégradée, a été abandonnée par les usagers parce que les horaires ne convenaient plus, certains trajets étaient remplacés par des bus, et des bus au gazole bien sûr, hein, et des retards, des pannes, donc tout le monde s'est détourné. D'autre part, pour aller à Paris, par exemple de chez moi, eh bien on va à Brive, et puis après on a des trains qui actuellement ne sont même plus au niveau du temps de trajet en concurrence avec ce que pouvait être le Capitole par le passé. Donc moi je trouve qu'on devrait avoir, parce que les territoires ruraux sont beaucoup bousculés en ce moment, on subit les déserts médicaux, les suppressions d'écoles, là maintenant l'abandon éventuellement des petites lignes, la fermeture des services publics. Donc il y a un enjeu de territoire réellement. Ça ne concerne pas que le territoire lui-même, en lui-même, ça concerne aussi ce qu'est la France actuellement. Et pour rebondir sur ce que disait ma collègue Nelly Tocqueville, la densité n'est pas la même en France par rapport à l'Allemagne. Nous avons des zones fortement denses et d'autres moins denses. Et on doit tenir compte de cette chose-là. Merci. Merci beaucoup. Il reste encore un certain nombre de demandes de parole. J'aimerais vraiment non seulement qu'on respecte la règle des 2 minutes, mais qu'on évite de donner chacun un exemple de son département, parce que voilà, on peut tous le faire, et c'est vrai que malheureusement la situation qu'évoque Madame Préville, on peut tous en parler dans nos départements respectifs. Monsieur Chevrelier.
Merci Monsieur le Président. Monsieur Spinetta, votre rapport est là pour créer le débat avant les décisions du gouvernement sur des sujets sensibles, l'ouverture à la concurrence dans le transport ferroviaire. Alors dans votre état des lieux, il y a des choses intéressantes et édifiantes. Je reprendrai votre réflexion sur 90% des voyageurs qui sont transportés via 30% des réseaux. Alors ici, vous êtes dans la commission de l'aménagement du territoire, donc à côté des problématiques de compétitivité, de rentabilité du transport, il y a la question ça a déjà été évoqué par les collègues, mais de l'attractivité des territoires. Et quelle alternative s'il n'y a plus de ferroviaire. Autre point sur le fret, qui est un enjeu stratégique pour notre économie et pour l'environnement. Vous proposez la création d'une filiale SNCF Réseau dédiée au capillaire fret sur les raccordements aux entreprises et les installations de services. Quelle stratégie vous proposez dans ce domaine et quel lien avec les entreprises de transport routier? Autre point, vous avez dit que vous n'étiez pas un spécialiste du transport ferroviaire, mais vous êtes un spécialiste des transports et de la mobilité, et notamment du transport aérien, compte tenu de vos responsabilités chez Air France. Alors moi aussi, en tant qu'élu du Grand Ouest, après l'abandon du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, comment vous voyez le développement de l'aérien dans le Grand Ouest? Merci. Merci, Monsieur Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Je dirais que je suis, moi, sans faire de particularismes locaux, l'élu d'une ligne qui est à la fois rentable, mais malheureusement sinistrée, le Cherbourg-Caen-Paris, et que tout le monde sait. Le transport, Monsieur Spinetta, le transport ferroviaire donc, constitue un système qui est à la fois global et complexe, et qui est impacté par de nombreux facteurs, des facteurs historiques, et je dirais même affectifs. On était certains aux 80 ans de la SNCF, et on voit très bien, à travers les films qui ont été montrés, l'attachement des Français au transport ferroviaire, impacté par des considérations structurelles, vous le dites vous-même, le réseau constitue un monopole naturel, par des facteurs économiques, avec notamment l'ouverture à la concurrence, et on en a beaucoup parlé également, en termes d'aménagement du territoire et des considérations sociales. Donc cette approche système, elle s'oppose à un cloisonnement des problèmes et des solutions. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut traiter donc les lignes non rentables. Alors ma question elle est très simple, comment sanctuariser la nécessaire péréquation qui permettrait justement d'éviter l'écrémage, donc la privatisation des bénéfices et de l'autre côté la socialisation des pertes sur les lignes non rentables. Comment sanctuariser tout ça dans le cahier des charges des appels d'offres? Est-ce que vous avez des solutions, des recommandations à faire, à la fois en termes de méthode, de calendrier et éventuellement de propositions? Merci beaucoup. Monsieur Corbizet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur Spinetta. Monsieur le Président, je ne parlerai pas de mon département, mais de l'Europe, puisque vous savez que nous sommes déplacés à Bruxelles pour parler effectivement de transport et d'ouverture à la concurrence. Et je vais donc évoquer la problématique sur la gouvernance. Le Premier ministre semble avoir fait sienne la proposition d'une transformation des 3 entreprises actuelles, aujourd'hui distinctes, en une société nationale à capitaux publics. Mais avec l'ouverture prochaine à la concurrence, est-ce que cette fusion est-elle légale dans la mesure où les règles européennes obligent à conserver une entité à part entière et distincte pour la propriété des voies afin de garantir leur accès aux futurs concurrents? Avez-vous des réponses à apporter à cela? Sur les lignes régionales, je ne vais pas reprendre ce que mes collègues ont dit. C'est vrai que ces lignes participent effectivement à une mission de service public, mais aussi à l'irrigation de nos campagnes par ces lignes, et ça contribue à leur survie. Une solution, vous l'avez évoqué, ne serait-elle pas dans la consultation, est-ce que la solution ne serait pas de mettre dans les lots à la fois des lignes conventionnées et non conventionnées? Mais j'ai cru comprendre que ces contrats de DSP avaient une durée de vie d'1 année. Est-ce que ce n'est pas un blocage au mixage afin de sauvegarder ces petites lignes de 7 à 9? Merci beaucoup. Monsieur Revet. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Spinetta, vous avez évoqué au début le fait qu'en Europe, la France et l'Allemagne disposaient du meilleur réseau ferroviaire, du plus grand réseau ferroviaire en Europe. Il y a une différence quand même, et ça, nos aînés en France étaient des gens qui étaient très pragmatiques et de bon sens, et il y avait un maillage de desserte de ville à ville chaque fois dans les secteurs. Et donc, mon première interrogation, c'est est-ce qu'en développant le tram-train, il n'y aurait pas un moyen de répondre à ça, puisque tram-train, ça traverse le milieu rural et ça permettrait de mieux répondre.
à cette question. Deuxième point, vous avez peu parlé du fret. Or, la France dispose des plus grands ports maritimes et les mieux placés en Europe. On ne peut envisager de développer l'activité de ces ports, ce qui est possible à travers la mise en containerisation du transport. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire dans ce domaine et ça aiderait au développement de nos grands ports. Et le troisième point, et ça vient d'être évoqué, c'est la gestion du réseau. C'est clair qu'on n'est pas sur la route et que donc, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la séparation complète de la gestion des lignes ferroviaires et de l'attribution des sillons et par ailleurs du transport de voyageurs ou autres qui utilisent les lignes. Merci, Madame de Cidrac. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Spinetta. Il y a effectivement des éléments intéressants dans votre rapport. Beaucoup de questions vous ont été posées. Vous avez apporté un certain nombre d'éclaircissements aux interrogations de mes collègues. Du coup, moi, j'ai une interrogation plutôt d'ordre général. S'agissant en fait de la cohérence tout simplement de l'action publique dans le cadre de l'aménagement du territoire, puisque, comme l'a souligné un de mes collègues, nous nous intéressons particulièrement dans cette commission à l'aménagement du territoire. Et je me posais très simplement la question autour, je reprends l'exemple des petites lignes, celles qu'on appelle donc les petites lignes, sur lesquelles un certain nombre de questions vous ont été posées. Et n'y a-t-il pas à un moment donné une espèce d'incohérence, parce qu'on sait bien que ça concerne essentiellement nos territoires ruraux. Or, on voit aussi que nos territoires ruraux vont être impactés sur l'aspect routier, puisque nous avons des projets autour de la limitation de vitesse. En tout cas, le gouvernement a des projets autour de la limitation de vitesse de ces axes-là, en argumentant la sécurité. Or, on sait que le transport par le train est quand même un transport sécurisé pour les usagers. Donc, ne serait-ce qu'à travers cette petite illustration, je me pose la question un petit peu de la cohérence en fait de toutes ces réflexions qui par ailleurs sont intéressantes, mais qui vont impacter beaucoup nos usagers aussi dans un certain nombre de territoires. Et beaucoup d'autres aussi interrogations qui me viennent à l'esprit, c'est autour en fait de quelle alternative, puisqu'on a évoqué des rames autonomes, on a évoqué un certain nombre de choses, pas forcément dans le cadre de votre rapport, mais avec d'autres personnalités que nous avions auditées. Donc comment s'inscrivent en fait vos propositions dans cette espèce que l'on souhaiterait de cohérence globale en fait au niveau de nos mobilités? Merci. Dernière question, Monsieur Boyer. Oui, Monsieur le Président. En un mois, nous avons eu la présentation de deux rapports. Le rapport Duron et votre rapport aujourd'hui, Monsieur Spinetta. Je ne reviendrai pas sur toutes les remarques qu'ont fait nos collègues, que je partage bien entendu. Mais la conclusion, si je comprends bien, on a aujourd'hui pas des propositions, parce que vous avez dit que vous n'avez pas fait cette proposition, mais que c'était un constat avec des petites lignes très déficitaires et donc un avenir qui est tout tracé de fermeture. Et le rapport Duron, lui, c'est le frein sur la grande vitesse et la modernisation du réseau existant. Par contre, j'ai observé une contradiction entre les deux présentations et j'observe que le transport à grande vitesse, c'est ce que vous nous avez dit, Monsieur Spinetta, présente une rentabilité économique. Donc c'est rassurant, parce que j'avais cru comprendre le contraire lors de la présentation du rapport Duron. Donc moi je souhaite vous parler non pas de mon chef-lieu de canton, mais d'un territoire qui regroupe le Grand Centre Auvergne Massif Central, qui est le seul territoire national aujourd'hui qui n'a pas de ligne TGV et qui couvre 17 millions d'habitants. Donc sans TGV, mais avec de nombreuses petites lignes difficiles dans des zones montagneuses. Alors le titre de votre rapport, c'est l'avenir de la desserte ferroviaire. Ma question est toute simple. Quel est pour vous l'avenir de la desserte ferroviaire de ces territoires de 17 millions d'habitants qui comptent des atouts économiques importants que je pourrais vous développer si... Bien, vous savez que je parle rarement de mon territoire, mais je suis obligé de dire que malheureusement la Normandie n'a pas non plus de ligne à grande vitesse, mon cher collègue.
Bien, je donne la parole à M. Spinetta pour qu'il puisse répondre à toutes ces questions et à toutes ces interventions. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Bon, je n'aurai malheureusement probablement pas le temps de répondre à l'ensemble des questions qui m'ont été posées. Je vais essayer de le faire assez rapidement en essayant de les regrouper. D'abord, est-ce que mon rapport aborde les enjeux environnementaux? La réponse est oui. Alors, il les aborde peut-être pas suffisamment complètement, mais il les aborde. C'est pour répondre à un certain nombre d'interrogations. Je note par exemple, c'est la page 16, en France, les transports représentent 30% de la consommation d'énergie. Le transport ferroviaire, compte tenu de sa part modale de 10%, ne représente que 0,6% de la consommation d'énergie en moyenne. Un voyageur en TGV émet 50 fois de moins de CO2 par kilomètre, etc., etc. Donc c'est une dimension qui est présente. Et lorsque j'ai présenté les zones de pertinence du transport ferroviaire, je mets dans ces zones de pertinence son empreinte environnementale, qui à l'évidence est un atout qui doit être pris en considération et que j'ai essayé de traiter dans mon rapport. Donc c'est évidemment un point tout à fait fondamental que j'ai peut-être pas suffisamment développé, mais que j'évoque. Le titre du paragraphe que je viens de lire, qui est plus long que ça, c'est « Le mode ferroviaire, une réponse aux enjeux environnementaux et énergétiques des transports ». Donc c'est évidemment une donnée, comme beaucoup d'entre vous l'avez souligné, à juste titre, tout à fait essentielle. Des questions sur le fret. Alors, il est vrai que sur le fret, j'ai probablement pas eu le temps d'en parler suffisamment. J'y consacre quand même 4 ou 5 pages de mon rapport, avec 2 recommandations, dont l'une est importante, me semble-t-il. C'est celle qui concerne la tarification kilométrique du réseau utilisé par le fret. Vous savez que le précédent gouvernement, pour tenir compte des orientations bruxelloises, avait, dans le cadre du contrat pluriannuel qui lie SNCF Réseau à l'État, demandé que les péages du fret soient relevés en moyenne de 4,5% par an, alors même que les opérateurs fret, qu'ils soient publics ou privés, sont aujourd'hui dans des difficultés économiques considérables. Je fais la suggestion, c'est la recommandation numéro 16, que les péages fret devraient ou pourraient être maintenus à un niveau inférieur au coût marginal, puisque c'était là qu'était la critique européenne, en raison de la sous-tarification des autres modes, comme le permet la directive 2012-34 européenne. Je ne sais pas si le gouvernement suivra cette recommandation, mais il me semble en effet que sur les frets ferroviaires, ils présentent des atouts que les uns et les autres vous avez soulignés, qui sont des atouts majeurs. Et alors même que le secteur est en grande difficulté, il serait probablement pas raisonnable d'augmenter les tarifs des péages comme cela était prévu, comme cela est aujourd'hui prévu. Et donc je propose qu'on reste en dessous du coût marginal. Toujours sur le fret, je propose qu'on crée au sein de SNCF Réseau une filiale dédiée. C'est une filiale très modeste, ce sera quelques personnes, mais au fond, on voit bien que beaucoup d'activités économiques dans notre pays, notamment les carrières, mais beaucoup d'autres, vivent parce qu'il y a une desserte ferroviaire qui leur permet de sortir des carrières qu'elles exploitent, leur production. Et je pense qu'il n'y a probablement pas suffisamment de rapprochement entre SNCF Réseau et ses producteurs dans leur diversité, pour voir, parmi un réseau capillaire qui est extrêmement dense, qui doit être impérativement maintenu pour ne pas remettre en cause des activités économiques qui sont essentielles à la vie de beaucoup de territoires. Alors, dernier point sur le fret. Le fret ferroviaire SNCF a accumulé 4,3 milliards d'euros de pertes, donc de dettes. Ces dettes sont aujourd'hui portées par SNCF Mobilité. C'est 60% de la dette de SNCF Mobilité vient des mauvais résultats du fret dans la durée. Il y aura une exigence de recapitalisation de la filiale fret, de l'activité fret, et il est assez probable, et j'y vois pas une menace pour le fret, mais au contraire peut-être les conditions d'un redémarrage, il est assez probable que pour autoriser cette recapitalisation, dans les discussions avec les autorités européennes, la filialisation de l'activité fret SNCF sera posée. En tout cas, c'est une hypothèse que je fais et qui me paraît assez probable. Sur le TGV rentable ou pas rentable,
Bon, en 2 mots, puisque les choses, je vais essayer de les décrire aussi précisément que possible dans mon rapport. D'abord, le débat qui a eu lieu portait sur les chiffres entre 2008 et 2016. 2017 a manifesté une amélioration considérable. Quand je dis considérable, le résultat d'exploitation, pas le résultat d'exploitation, l'excédent brut d'exploitation, pardon, qui était de 537 millions d'euros en 2016 et près de 800 millions d'euros en 2017. Donc c'est plus qu'une amélioration, c'est un changement radical. Et c'est sur la base des chiffres de 2017, qui ont été connus seulement en début d'année, que j'ai formulé l'hypothèse que le TGV était rentable. Alors la rentabilité, c'est quoi ? C'est être capable, avec ses ressources, d'assumer l'ensemble de ses coûts d'opération et d'être capable de renouveler le matériel roulant, c'est-à-dire d'assurer ses investissements sans s'endetter. Tout ça, me semble-t-il, d'après les chiffres qui viennent de la SNCF, est très probable sur les 5 années qui viennent. Le seul point d'interrogation étant quel sera l'effet de la concurrence sur la péréquation entre lignes rentables et non rentables. Alors pourquoi est-ce que ce débat subsiste ? Parce que de manière tout à fait rationnelle et tout à fait logique, au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les coûts d'opération et renouveler les investissements, la SNCF applique une norme interne sur la rémunération du capital qu'elle investit. C'est plutôt l'actionnaire d'ailleurs qui impose cette norme, et donc elle impose une norme d'une rentabilité des capitaux investis de 8,5% après impôt. Bon, c'est un chiffre assez élevé. J'ai regardé ce que faisaient les Allemands, les Italiens. Les Allemands appliquent une norme de 5%, 5,1% après impôt, les Italiens de 4,7%. Il me semble que cette rémunération du capital, cette prise en compte du coût moyen pondéré du capital dans la norme SNCF, fixée à 8,5% il y a plus de 10 ans, ce qui était probablement légitime à l'époque, est aujourd'hui décorrélée de l'évolution des taux d'intérêt et mériterait sans doute d'être revisitée et d'être fixée à un niveau plus bas, ce qui modifierait cette image de non-rentabilité qui subsiste. Mais ma conclusion, en tout cas celle que j'ai écrite de manière tout à fait claire, c'est que le TGV, je pense qu'on doit tous s'en réjouir, est une activité qui aujourd'hui est une activité qui couvre l'ensemble de ses coûts, opérations, investissements et même rémunération du capital, mais pas à hauteur de 8,5% après impôt, qui est un taux extrêmement élevé, que je crois personnellement trop élevé. Voilà sur le TGV. Sur les petites lignes, bien je comprends évidemment les préoccupations que les uns et les autres exprimaient. Elles me paraissent évidemment totalement légitimes. Je me suis exprimé sur ce sujet longuement dans une première réponse que j'ai apportée aux questions qui m'étaient posées. Je ne vais pas y revenir. Dans la lettre de mission du Premier ministre, il y avait 4 mots très importants. J'étais censé travailler à concours public constant. Bon, voilà, c'est 4 mots qui sont, on exprime rapidement, mais qui sont lourds en termes de contraintes. Évidemment, j'ai essayé de respecter totalement cette indication qui ne me choque pas du tout, à concours public constant, surtout lorsqu'on sait que les concours publics sont de 14 milliards d'euros par an et qu'ils augmentent de manière régulière depuis des années, de manière continue. Voilà, j'ai parlé de l'état du réseau. C'est un réseau qui est dans un état qui n'est pas optimum. Il y a des efforts à faire supplémentaires par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Je redis ici ma conviction que ces efforts doivent porter en priorité sur les nœuds ferroviaires, sur la modernisation des lignes les plus utilisées pour augmenter leur capacité. Et il me semble, en disant cela, ne pas être en contradiction avec la notion de service public. Au fond, qu'est-ce que demandent dans les agglomérations les personnes, nos concitoyens, c'est d'avoir des services collectifs de qualité. Et aujourd'hui, ces services de qualité ne leur sont pas partout et toujours offerts. Et au fond, l'avenir du transport ferroviaire, titre que j'ai donné dans mon rapport, vise à voir ce que ce grand service public de transport ferroviaire peut et doit faire pour être au plus près des souhaits de nos concitoyens. Alors, sur l'aménagement du territoire, c'est des notions dont je suis évidemment conscient. Je suis moi-même originaire d'un petit village corse, donc
la ruralité ne m'est pas totalement inconnue. Bon, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a toujours vécu à Paris. J'ai passé 1 an dans le Cantal à Aurillac, donc c'est des sujets que je comprends bien et que j'apprécie tout à fait. Mais je vais me répéter, le service public du transport de personnes, le service public de la mobilité, le ferroviaire n'en a pas l'exclusivité. C'est ma conviction, je ne demande pas que vous la partagiez. Et il ne s'agit pas ici de rentabilité. J'ai moi-même utilisé ce mot dans mon rapport, j'ai eu tort. On n'est pas sur des sujets de rentabilité. On connaît tous les chiffres, c'est les chiffres publics, on peut les citer. Le secteur conventionné, c'est 1 milliard de recettes commerciales, les TER, et c'est 4 milliards de coûts. Donc 3 milliards de subventions. Donc la notion de rentabilité n'existe pas, par nature, et ce n'est pas une critique. Je le revendique totalement. On est dans le service public,